Bonjour et bienvenue dans l'émission La Clé de voûte. Je suis Audrey Carsalane, coach, autrice et femme médecine. J'aide les entrepreneurs du nouveau monde à développer leur business les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Un lundi sur deux, seul ou accompagné d'un invité, nous parcourons des chemins de vie puissants et singuliers, des réflexions vers une nouvelle vision du mot entreprendre en participant à l'éveil des consciences. La clé de voûte, le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Bonjour à tous et bienvenue. Cette semaine, je suis ravie d'accueillir Géraldine Prévost-Gigant. Elle est psychopraticienne, autrice et conférencière depuis 25 ans. C'est la spécialiste de la relation et des questions amoureuses, de la dépendance affective et de l'hypersensibilité, qui est d'ailleurs l'objet de son dernier livre. Hypersensible, hyper-empathique, hypersensitive, Géraldine met ses particularités au service de ses patients hypersensibles. Et cette interview et cette rencontre ont été un véritable coup de cœur que je suis ravie de vous partager aujourd'hui. Bienvenue à toi, Géraldine. Bonjour, Géraldine. Bonjour, Audrey. Je suis ravie de t'avoir parmi nous. Avant de poser la question rituelle du quel livre tu as choisi, je voulais partager ce qu'on était en train d'échanger juste avant d'enregistrer, à savoir qu'en fait, on enregistre assez tard ce soir, il est 20h, et que moi, le soir, j'ai pas beaucoup d'énergie. Et je ne sais pas si certaines personnes ont déjà entendu parler de Human Design, mais Géraldine, je ne sais pas quel Human Design tu es, mais probablement générateur, manifesting générateur, parce que du coup, le fait juste de te voir et de t'entendre parler 2 minutes m'a procuré de l'énergie, alors que j'étais un peu dans ce truc en train de me dire « Ah là là, ça va peut-être être compliqué, je vais peut-être pas avoir tous mes neurones. » Donc, merci à toi d'être solaire. Mais je suis ravie d'entendre ça. Merci de recevoir aussi bien. Je voulais que tu nous dises quel livre tu avais choisi, que tu le présentes rapidement. Moi, je sais lequel et je l'ai lu. Et de nous dire pourquoi tu l'as choisi, ce qu'il symbolise pour toi. J'ai choisi les hypersensibles spirituels, ces intuitifs au cœur d'or, pas seulement parce que je l'ai écrit, mais surtout parce qu'ils représentent vraiment un tournant dans ma vie personnelle et professionnelle. Il y a vraiment un avant et un après. Voilà, c'est le livre où j'ai osé révéler ma part de sensibilité, d'hypersensibilité, d'hyperempathie, d'hypersensitivité, d'hyper, et aussi vraiment parler ouvertement de spiritualité, chose que j'avais fait déjà avec mes 2 romans précédents chez Le Duc. Mais là, j'y suis allée franco, quoi. Oui. Voilà. D'ailleurs, le titre est très, très, très explicite, Les hypersensibles spirituels. Et donc, l'écriture de ce livre a été une vraie bénédiction. J'écris facilement, certes, mais celui-là, ça a été d'une fluidité. Je suis arrivée au bout de mes 220 pages, j'avais l'impression que ça s'était passé à une vitesse fulgurante et que j'avais encore tellement à dire. Et puis sa naissance au monde, quand il est sorti en version papier, donc matérialisé, visible, sensoriellement palpable. Et quand les personnes m'ont fait des retours sur la lecture de ce livre et me le font encore, ça a été des moments d'émotion extrêmement fortes parce que ces feedbacks, cet accueil venaient me confirmer que cette aventure que je vis depuis le début de cette écriture, depuis la naissance en fait de cette connexion avec les hypersensibles spirituels, cet écho que je recevais de mes lecteurs et que je reçois encore, c'est à chaque fois un cadeau. À chaque fois, je reçois avec beaucoup de conscience et de respect parce que ça vient valider que c'était le bon moment, j'ai bien fait de l'écrire, c'est OK, c'est une validation en fait pour me dire c'est le bon chemin, c'était donc bien cela. Donc voilà, et dans
dans mon vécu au quotidien, personnel et aussi en tant qu'accompagnante. Il y a comme des portes qui sont ouvertes, il y a quelque chose en plus. Il n'y a même pas que un quelque chose, il y a des quelque chose en plus qui circulent de moi aux autres. Il y a une connexion au monde qui est différente et c'est un très, 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 très grand bonheur. Du coup, on pourrait dire que ce livre t'a permis d'ouvrir une porte et que du coup, après, il y a le flot des synchronicités qui s'ouvre à toi à partir du moment où tu t'es autorisé à l'écrire. Du coup, les choses ont pu arriver comme un flot d'échanges, c'est ça? Oui, absolument. Durant l'écriture, déjà l'arrivée de cette idée que les hypersensibles et les hypersensibles spirituels sont les avant-gardistes du monde en devenir, de ce nouveau monde, en tout cas une orientation que nous pourrions prendre qui soit une orientation plus humaine, plus respectueuse du vivant. Déjà, il y a eu un enchaînement de synchronicités. Et quand ensuite j'ai commencé à l'écrire, les synchronicités, en effet, se sont déroulées et continuent. C'est en effet une porte, oui, tout à fait, qui s'est ouverte avec une circulation d'informations que je reçois, que je transforme et que je redonne aussi à l'univers et tout autour de moi d'un même flot, je dirais. Merci beaucoup. Quel genre de petite fille étais-tu? C'est les questions que tout le monde a. C'est l'idée de ce genre, de ces questions, c'est de comprendre en fait. Alors tu racontes bien évidemment ce que tu as envie de raconter, mais qui explique en fait ton cheminement. Comment tu es devenue celle que tu es, quel est le parcours en fait, pour aussi permettre aux gens de s'identifier, de se retrouver de par ton histoire ou les brides d'histoire que tu as envie de nous partager, qu'ils aillent se reconnecter et finalement attraper des choses pour mieux te connaître et également peut-être mieux comprendre ton parcours et ce qui t'a emmené aujourd'hui à écrire ce livre et à attirer autant de synchronicité à toi. Donc, quel genre de petite fille, et je repose, que là j'ai fait un petit speech, quel genre de petite fille étais-tu et sous quel filtre finalement tu voyais la vie? Indéniablement, au travers du filtre très 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 tôt de la créativité et de l'art. Parce que j'ai grandi dans une famille d'artistes sur plusieurs générations et que du coup, mon éducation a fait que je me suis ouverte à ce type de perception et que j'étais dans le bain en fait. Donc indéniablement, par exemple, je me souviens, j'étais toute petite. Il y avait des livres qui m'étaient réservés pour quand je saurais lire, ce qui veut dire que je ne savais pas lire à cette époque-là. Et je me revois ouvrir un placard où étaient rangées diverses choses. Et au fond, à droite, je revois, il y avait des grands livres pour enfants qui venaient d'une amie de ma mère et que ma mère gardait pour moi. On les lui avait donnés. Et donc, je me suis précipitée sur les livres comme si c'était un trésor entre chaque page. Donc, il y avait déjà un rapport à la lecture et aux livres. Je savais déjà que les livres étaient importants. Bien sûr, il y avait des livres à la maison, je voyais mes parents lire, mais il y avait, je sais pas, il y avait quelque chose de très fort qui me venait de Dieu sait où. Voilà, je me souviens de ça. Une connexion à la nature aussi, quand on allait à la campagne. Je pouvais jouer des heures toute seule à discuter avec les arbres, les fleurs, les libellules. Je me souviens, j'étais fascinée par les libellules qui flottaient à la surface de l'eau. Voilà. Et puis la danse, la présence de la danse. Très tôt, j'ai pu suivre des cours de danse moderne, de conscientisation du corps. Donc j'ai été très très tôt en conscience avec les mouvements du corps, les possibilités d'assouplir et d'étirer le corps, de bouger en musique. Et finalement, ces trois souvenirs, si je regarde ensuite tout mon parcours, eh bien, la présence des livres, bien entendu, on l'a compris, a toujours été et a été de plus en plus
présente. Le contact avec la nature, c'est vraiment indispensable à mon équilibre psychologique et physique. Et la danse a ponctué aussi mon existence avec l'apprentissage et l'expérience approfondie de certains styles de danse, et notamment le tango, qui est le sujet central d'un de mes romans et qui m'a aussi permis de développer énormément de conscience de la relation. Et le tango m'a aussi apporté un complément à mon travail sur moi en tant que patiente, en exploration de ma psyché. Voilà, ça a été grâce au tango, j'ai pu explorer et découvrir des aspects de moi-même qui n'avaient pas été accessibles jusqu'alors. Et donc, toute cette sensibilité à la nature, à la musique, à la lecture, à l'art, ça a fait partie de ma vie tant et si bien que je l'avais un peu banalisé. Et puis, c'était normal. Et puis, en fait, je me suis aperçue petit à petit que pour certaines personnes, non, c'était pas pareil. Et pendant l'écriture des hypersensibles spirituels, ça a réémergé, cette importance de la sensibilité au beau, la sensibilité à l'harmonie, la sensibilité à la nature, avec toute la dimension spirituelle que ça peut avoir aussi quand on est avec ces sensibilités spirituelles. Et encore aujourd'hui, au cours de mon écriture, la sensibilité à la musique, à la peinture, à la nature, s'impose à moi encore. Donc voilà, ce sont des éléments qui... Donc j'étais une petite fille à la fois très gaie. Je dois bien avouer que jouer a quand même été longtemps mon objectif premier. Oui. Qu'aller à l'école était plus pour jouer avec les copains et les copines que pour écouter les professeurs, parce que déjà, j'avais peut-être compris que la façon qu'ils avaient d'enseigner ne me correspondait pas tout à fait en termes de sensibilité. Quand j'allais à l'école, ouais, c'était pour aller jouer avec les copains et les copines, inventer des histoires. Et puis, il y avait deux choses qui me plaisaient beaucoup, beaucoup. C'était les cours de dessin, parce que j'avais un super prof de dessin, et les cours de musique, bien entendu. Oui. Donc, j'étais très gaie, et j'ai connu quand même des phases de profonde tristesse dues à des épisodes de ma vie d'enfant qui ont été plus douloureuse. Donc, on peut voir, si on regarde l'album de ma vie d'enfant et d'adolescence et d'adolescente, on peut voir, enfin moi, je vois bien, hein, il y a des photos où vraiment il y a une tristesse qui se lit sur le visage, je ne souris pas, et d'autres photos où j'éclate de rire. Donc, il y a vraiment les deux aspects qui sont présents tour à tour en fonction de ce que je traverse. Donc, voilà, j'étais une petite fille avec ses blessures, mais on voit bien aussi un potentiel assez puissant de résilience qui s'est ensuite manifesté au cours du travail que j'ai fait sur moi. Voilà. Merci beaucoup. C'est intéressant ce que tu dis à propos des photos, parce que c'est vrai qu'il y a quelque temps, je me suis replongée dans des albums photos. Et effectivement, en regardant, et je me regardais comme ça, et je voyais effectivement qu'il y avait des photos où j'étais très lumineuse, et des photos où en fait la lumière n'arrivait pas. Mmh. Et en me replongeant, parce que c'était vieux, j'ai des souvenirs, pas sur toutes les photos, mais effectivement de moments qui étaient peut-être pas aussi chouettes que ça. Et je discutais avec une amie de coups de foudre vis-à-vis de personnes, et finalement de personnes pour qui on n'est plus attiré. Et elle me parlait d'un de ses compagnons, c'est un ex-compagnon, et je lui disais, voilà, en fait, qu'il soit beau ou pas, il dégageait quelque chose. Et il a perdu, en fait, ce truc. Ce qui fait cette personne, elle est toujours là, et elle me rebondissait là-dessus en me disant, moi, c'est pareil, je l'ai vu,
Et en fait, c'est toujours la même personne, mais elle est éteinte. Mhm. Comme si la lumière et tout ce qui faisait finalement ce côté énergétique, finalement, dont on parle dans le monde un peu plus subtil et de ce qu'on dégage, avait disparu. Et finalement, les photos, est-ce qu'elles capteraient pas un petit peu ça, la lumière qui disparaît, la lumière qui est là, et le soleil intérieur qui est toujours présent en nous, mais qui peut parfois être un peu caché. Oui, tout à fait, qui peut être caché derrière des nuages gris de nos blessures, de nos tristesses, oui, il y a une déconnexion avec une partie de soi qui, en effet, reste toujours là. Et tout le chemin, c'est de connaître les petits nuages gris et de leur permettre de passer pour qu'à nouveau le soleil puisse rayonner de toute sa beauté. Exactement ça. Merci beaucoup. Je voulais savoir également euh, comment tu avais navigué avant d'entamer ta vie professionnelle. J'ai été photographe. Donc j'avais une double spécialité. Il y avait mon activité de photographe, photographe-auteur. En fait, je photographiais en noir et blanc. J'avais été formée par un grand photographe spécialiste de la photo humaniste et qui appartenait au courant des photographes humanistes. Il m'a beaucoup appris et je photographiais en noir et blanc. Et ma spécialité, c'était justement les enfants et les enfants meurtris. Et ça pouvait être les orphelins de certains pays. Je me suis rendue dans différents pays pour photographier donc les enfants orphelins. Et sur la fin de cette période de vie, ça a été les enfants d'Igan et des nomades, les enfants nomades. C'est la partie que j'ai préférée parce que ça m'a permis de voyager soit aux portes de Paris, soit en Europe et de vivre des aventures absolument magnifiques, humainement parlant. Donc, Oui. j'accompagnais déjà mes photos de texte. Donc, ça, c'est Mhm. intéressant de voir que c'était déjà là. Et puis, il y avait une partie qui était un peu plus commerciale, où je photographiais des natures mortes de produits de beauté. Et il y avait aussi, j'ai oublié, tiens, une troisième partie qui est intéressante. C'était des natures mortes de fleurs bien vivantes. Et donc, en fait, c'était une explosion de couleurs. J'adorais faire ça. Je photographiais en studio et je prenais plein écran des bouquets de fleurs. Et voilà, et c'était centré sur vraiment quelque chose de très vivant. Donc, ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, cette approche du reportage des enfants en souffrance, bah, ça disait déjà ce que j'allais faire après, dont je n'avais pas forcément conscience, hein, le côté humaniste, les blessures du passé, euh, jusqu'à aujourd'hui, quand je parle de la conscience collective des hypersensibles, voilà, je trouve qu'on retrouve, je trouve qu'on retrouve ça. Et par rapport aux fleurs, aujourd'hui, je comprends un petit peu mieux parce que dans mes écrits, euh, c'est très poétique, coloré. C'est ce que j'allais dire. Mhm. Ouais, j'ai conscientisé ça très tardivement. En fait, j'ai fait les liens très tardivement. Et je trouve ça super intéressant et beau de voir la cohérence, en fait, d'énergie qui était déjà là et qui s'incarne au fur et à mesure de mon évolution. Et puis ensuite, j'ai fait un travail sur moi, j'ai rencontré mon premier formateur et ça a été une vraie révélation. Euh, et ma créativité s'est exprimée dans l'accompagnement et très vite ensuite dans l'écriture. Oui, l'écriture s'est imposée assez rapidement finalement. Merci beaucoup. Du coup, j'allais te demander comment ces métiers sont venus à toi, mais finalement, tu nous expliques bien toute cette évolution. C'est pour ça que c'est intéressant de revenir à l'enfance et de voir finalement comment toute ta créativité, parce qu'effectivement, je trouve
que ton dernier livre, il est très fleuri finalement. Il y a des belles couleurs le choix des mots. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la floraison des hypersensibles spirituels. Donc, Absolument. il y a un très beau lien finalement qui est fait. Ce podcast, il s'appelle La clé de voûte et symbolise le trait d'union entre le monde visible et le monde plus subtil ou le monde invisible. Toi, comment tu arrives à garder les pieds sur terre et la tête connectée aux étoiles? Je n'ai pas toujours été autant connectée à la Terre que depuis ces dernières années. Je pense que c'est vraiment quelque chose que oui, j'y ai travaillé et ça s'est développé au fur et à mesure que finalement j'ai accepté mon incarnation. Je pense que il y avait une partie de moi pendant de nombreuses années qui était dans un refus, une non-acceptation totale de ma venue ici sur Terre. Et j'ai, avec le temps, aimé ou développé cet amour de la vie, de la Terre. La danse m'a aussi euh, permis de travailler ça, c'est-à-dire que pour le tango, par exemple, quand j'ai commencé le tango, je dansais sur la pointe des pieds. Ce qui est très compliqué pour le tango parce qu'il y a une question d'équilibre. Hein. On peut très vite perdre l'équilibre. Et alors, si on est sur la pointe des pieds, c'est pas possible du tout, du tout. Et l'apprentissage du tango m'a appris vraiment la connexion avec le sol. Et j'ai vraiment expérimenté au travers de mon corps une réunification avec le sol. Et je me souviens d'un jour où j'ai senti dans mon corps une stabilité que je n'avais jamais sentie, même avec le qigong, le yoga, des expériences de cet ordre. C'est au cours d'exercices de tango que j'ai senti vraiment. Et d'ailleurs, ma danse n'a plus été la même. J'ai senti une stabilité, une puissance, une force qui me permettait de pouvoir aussi avoir une qualité d'enlacement sur le haut du corps. Voilà. Et quand je vais me promener en forêt, ce qui est assez régulier pour mon équilibre, les arbres me rappellent cet ancrage dans le sol et cette connexion avec le ciel. Oui, parce qu'auparavant, c'était une connexion très facile avec le ciel et un peu plus difficile avec la terre. Et aujourd'hui, il y a cet équilibre entre les deux. Et cet équilibre entre les deux et les arbres, je trouve, sont un parfait rappel de l'équilibre que nous devons garder. Je dis devons pour notre bien-être et pour notre épanouissement spirituel. Et chaque jour, je me concentre d'une façon légère, mais voilà, je suis en conscience de comment être connecté avec le réel et à la fois tenir compte des dimensions subtiles. Et parce que j'ai, pendant tellement d'années, été happée par la dimension du réel, du matériel, avec une déconnexion qui me rendait triste d'ailleurs. Et combien de fois j'ai été plus connectée à des dimensions subtiles, mais je perdais mon ancrage, ma connexion avec le quotidien. Et puis un jour, j'ai compris de l'intérieur comment on peut incarner notre spiritualité au quotidien. Et c'est d'ailleurs une profonde voie de sagesse. Et chaque jour nous est donné la possibilité d'approfondir cette voie de sagesse qui est d'être dans le réel, dans notre vie, et en même temps d'avoir une conscience, un regard, une traduction, je dirais, de ce qui nous arrive, véhiculé par les rêves, par les synchronicités, par les événements eux-mêmes qui sont riches en symboles. Pas toujours, hein, on va pas tout décoder, mais il y a vraiment des moments où c'est fort en message. Et voilà, et cet équilibre en fait entre le ciel, la terre, le subtil,
et le matériel, pour moi, ça s'incarne vraiment tous les jours. Tous les jours, j'ai l'opportunité d'être davantage en conscience. Tous les jours, j'ai l'opportunité d'être dans cet équilibre. Et, et, et depuis que je le vis vraiment en conscience, à la fois dans mon corps, dans mon être, je ressens une paix intérieure. Voilà, il y a vraiment une paix euh, qui parfois se fait plus discrète en fonction de ce qui m'arrive, mais il y a une stabilité à l'intérieur qui est le fruit de ces explorations, de ces expériences, de cette conscience qui s'est installée et intégrée. Voilà, intégrée, c'est vraiment tellement important. On peut être inspiré par une spiritualité, mais ne pas l'avoir intégrée dans le corps et intégrée dans notre quotidien, de l'incarner, de le vivre. Voilà, et je trouve que c'est tellement puissant et c'est tellement savoureux aussi. Oui, on pourrait parler aussi d'une forme d'émerveillement. Moi, j'ai trouvé que ça m'avait apporté la connexion à la terre m'apporte effectivement le fait de rester ancré hein, dans le quotidien, dans des choses qui vont être plus matérialistes, mais aussi qui vont permettre de me structurer. Et également, j'aime ce monde subtil parce qu'il apporte de la magie, des synchronicités et qui participe à mon émerveillement intérieur. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le rapport dont tu parles, de trouver cet équilibre. Et peut-être que tu aurais un conseil à donner aux auditeurs qui nous écoutent et qui aimeraient peut-être essayer soit déjà de découvrir un petit peu le monde invisible et aussi de voir comment on peut trouver cet équilibre à l'intérieur de nous. Est-ce que tu aurais quelque chose ou un conseil à leur donner? Indéniablement, d'être ouvert et disponible à ce qui arrive au quotidien et d'avoir cette conscience de regarder ce qui arrive au quotidien dans sa dimension symbolique. Qu'est-ce que ce qui m'arrive là me dit de moi sur le plan psychologique, bien sûr, mais qu'est-ce que ça me dit aussi sur la conscience que je pourrais avoir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça, cet équilibre. C'est être dans le concret, le vivant, vraiment le concret qui est là avec nous et en même temps avoir cette conscience. Et avoir cette conscience, c'est regarder avec d'autres yeux. Par exemple, notre rencontre, ici, maintenant, de m'interroger en me disant Audrey, qu'est-ce qu'elle symbolise pour moi là dans cette énergie, cette vibration, de sentir ce que tu dégages, ce que tu m'inspires et que j'ai ressenti immédiatement en te rencontrant, une sympathie immédiate. Je ne m'attendais pas à cette immédiateté, à cette intensité. Et qu'est-ce que ça me dit ? Ça me dit que la vie est toujours pleine de merveilleuses surprises au moment où on ne s'y attend pas. Et que la beauté, c'est dans la rencontre de personnes qui vibrent d'une façon avec des couleurs qui s'harmonisent avec les nôtres. Voilà un exemple, je trouve, on est vraiment dans l'instant, on est là, ensemble. Et ma conscience, mon ouverture d'esprit, de regard, de cœur, d'âme, me fait te voir au-delà et te sentir, en fait, sentir ce que tu évoques, ce que tu éveilles chez moi. Et du coup, quand je m'interroge comme ça et que me vient cette joie que j'ai eue en te voyant immédiatement, et quand je me connecte à cette joie, je sens que c'est une joie profonde, cette joie que j'aime tant et qui m'a surprise là, cette joie très spirituelle d'âmes qui se reconnaissent. Pour moi, c'est ça ce que ça veut dire. Il y a une reconnaissance, il y a quelque chose de pétillant, de joyeux, de au-delà des limites de l'espace et du temps.
Donc voilà pour moi un exemple de comment on peut vivre concrètement cet équilibre de lecture et de vécu de l'instant présent dans ce qu'il a de matériel. On est toutes les deux dans notre corps de chair, on est là, on est bel et bien là. Et en même temps, il y a toute cette dimension de la vibration, de la connexion, de l'âme qui parle. Et si on apprend à écouter, eh bien, la connexion avec l'invisible, elle est là. Je suis assez d'accord. C'est des rencontres magiques qui se font et puis et j'ai ressenti la même chose parce que c'est vrai qu'on s'était jamais rencontrés, on avait simplement échangé. Et donc c'est aussi une découverte et parfois on peut être surpris. Et ouais, il s'est passé exactement la même chose. Je me dis ah là là, c'est le soleil, c'est ce que je t'ai dit. Mais ton human design. Et moi ce que ça m'a apporté, c'est aussi une forme de sagesse et de lâcher prise. Non pas dans l'inaction, c'est-à-dire que je mets des actions en place, donc de façon du coup yang, des actions de mon business, etc. En revanche, je lâche prise aussi sur les attentes, ce qui peut être assez compliqué, parce qu'on a toujours envie que notre livre se vende, que tout fonctionne bien. Il y a l'ego, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, l'amour, la reconnaissance, etc., peu importe. Et j'apprends de plus en plus à lâcher prise, à faire confiance, et qu'un non n'est pas un non négatif, simplement une ouverture à juste regarder et tourner ailleurs et qu'autre chose m'attend. Et ça m'a énormément aidée parce que le métier d'entrepreneuse est fantastique et en même temps très challengeant par moments. Et ça m'a beaucoup aidée à prendre du recul, à lâcher prise, à m'accepter pleinement telle que j'étais, à aussi agir dans la loi de l'attraction, enfin voilà, toutes ces choses-là, mais en tout cas, m'a apporté une certaine forme de sagesse en disant « mais je comprends pas, pourtant j'ai demandé ça, c'était ma loi de l'attraction et c'est pas arrivé ». Et en fait, quelques mois après, tu te rends compte qu'il y a autre chose qui s'est ouvert. Et comme tu es resté dans l'ouverture, tu as pu le voir. Alors que peut-être, sinon, tu l'aurais pas vu. Si tu étais resté bloqué, tu comprends ce que je veux dire ? Absolument, absolument. En effet, cet accueil, en fait. Moi, je pose le mot accueil, j'adore ce mot. En fait, j'ai intégré une sorte de réflexe qui est que quand je sens que je saisis ou que ça se tend à l'intérieur de moi, j'ouvre. Donc, je m'imagine ouvrir les bras, ou bien j'imagine qu'en moi, mon cœur s'ouvre, et j'accueille ma tension, j'accueille la déception, j'accueille tout ce qui peut nous mettre dans ce que tu décris, de tension, d'expectative, de saisie, voilà. Et j'accueille ça parce qu'en effet, ça permet de libérer déjà l'énergie, ça permet que circulent beaucoup de choses et qu'arrive à nous ce qu'on n'attendait pas ou en tout cas ce qu'on espérait et qu'on avait déjà oublié et qui arrive d'une façon inattendue. C'est souvent ça, oui. Et quand je sens qu'en effet l'ego pointe le bout de son nez, je l'accueille. Alors qu'on nous apprend dans certains courants de spiritualité à plutôt le refuser, le dompter. Donc moi, j'en parle dans mon prochain livre sur cet accueil en fait de cette dimension en nous, de l'ego qui va se cabrer, qui va saisir. Et ça détend, ça dédramatise, ça nous remet dans une quête beaucoup plus juste en fait. On peut parfois se tromper de quête ou de vouloir et ça nous remet du vouloir à j'accueille, c'est juste, c'est ok. Et en t'écoutant, je me disais finalement ça ramène aussi, enfin en tout cas pour moi c'est comme ça que je le vis. Je me dis quand je reviens dans mon centre, je reviens à qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce qui te met en joie, qu'est-ce qui te met dans un état qui te porte et de garder ça. Et le reste, on lâche. Alors moi, j'utilise l'EFT que j'ai découvert il y a un peu plus d'1 an. Je ne sais pas si ça te parle. Oui. Et c'est vrai que parfois j'étais là. Alors
j'accueille. Mais tu sais, je sentais que j'avais beau ouvrir les bras en disant j'accueille, je sentais que ça venait crisper. Et alors, je pouvais le faire sous forme de méditation, etc. Peut-être que je manque d'entraînement par rapport à toi. Et en fait, j'ai découvert que le FT était magique. Dernièrement, j'avais une frustration. J'ai commencé, le mental est parti. J'ai commencé à avoir les larmes aux yeux. Je me suis dit, bon, on arrête tout. On fait des petites rondes. Et c'est vrai que pour moi, ça a été un outil magique pour vraiment me re-switcher en l'espace de peu de temps. Donc, je ne sais pas s'il fonctionne pour tout le monde, mais pour moi, c'est magique. Et c'est vrai que on m'a souvent demandé, parce que ça fait déjà quelques années que je suis entrepreneuse, comment finalement, on va dire que dans l'entrepreneuriat, il y a un cycle. Parfois, c'est l'été, c'est le carton plein, etc. Et puis parfois, on a l'automne, on est fatigué, on peut manquer de motivation. On peut avoir l'hiver où carrément on a limite envie d'arrêter. Et puis le printemps où la créativité commence à renaître. Et on m'a souvent demandé comment je gardais ce pep, cette joie, etc. en moi. Alors, je ne l'ai pas tout le temps. Je fais les 4 saisons comme tout le monde. Simplement, je crois qu'effectivement, j'essaye de conserver au maximum ce pouvoir d'émerveillement. C'est-à-dire que je peux avoir un moment down, comme tout le monde, et il y a toujours... La vie m'envoie toujours des petites pépites magiques, tu vois. Il suffit que tu me dises, bah oui, bien sûr, le podcast, bam, ça y est, c'est le feu d'artifice dans ma tête, tu vois ou pas? Et c'est ça la capacité d'émerveillement. J'aurais pu me dire, oui, bon, bah c'est bien, bon. Mais non, je suis sincèrement hyper honorée que tu sois là. Et ça m'a fait ma semaine, mon mois, tu vois. Parce que même quand il y a des petits trucs, oui, mais je m'en fiche parce que je vais passer un petit moment avec Géraldine, tu vois. Et ça va continuer ou ah bah là, bon, alors, j'ai pas eu ça, mais ouais, mais regarde, il y a ça qui arrive. Et du coup, de rebondir et de garder cette notion d'émerveillement qui, en plus d'un point de vue énergétique, attire certaines personnes à nous, et ça tombe bien parce que c'est celles qu'on a envie d'avoir autour de nous. Donc, je ne sais pas si ça te parle, cette... Si, fortement, parce que l'émerveillement, je prévois d'en parler dans le prochain volume, justement, parce que je trouve que c'est ce qu'on retrouve chez les hypersensibles spirituels, cette capacité à s'émerveiller, qui peut être critiquée par les hyposensibles, que ça énerve profondément. Et c'est tellement, tellement précieux, en effet, que vibratoirement, énergétiquement, c'est très porteur. Ça entretient une connexion très positive à la vie. Et c'est important parce que nous ne sommes pas toujours dans un environnement de conscience collective qui s'émerveille et qui aime la vie. On ne nous apprend pas, en fait, qu'on peut avoir une relation avec la vie. Ça, c'est ce que j'ai vraiment découvert et développé en pratiquant l'écoute des signes que la vie m'envoie. Et l'émerveillement, ça permet de maintenir cette connexion avec la vie, de maintenir un regard qui va porter en effet son attention sur des choses qui sont belles, qui nous portent, qui nous parlent, qui nous mettent en joie, en inspiration, en connexion. Et du coup, ça nous met dans un cercle vertueux. Complètement. Et ça entretient, en fait. Plus on s'émerveille, plus on est émerveillé. Plus on est émerveillé, plus on est disponible. Puis il y a une forme de réceptivité, je trouve, quelque chose qui s'élargit en soi, qui permet de recevoir davantage d'événements émerveillants. Et ça les rend davantage possibles aussi. Tout à fait. Et puis ça vient, quand tu parlais de cercle vertueux, ça me faisait penser à je suis dans l'émerveillement, donc je suis dans l'ouverture. Donc, voilà. Du coup, je suis dans la créativité, ouverte à ce qui se passe, inspirée, inspirante. J'attire les choses à moi, les idées comme les personnes. Et du coup, c'est aussi ça qui crée le cercle vertueux de l'émerveillement. Je voulais te poser quoi comme question ? Penses-tu que la connexion à plus grand que soi est un atout dans ta vie professionnelle ? Indéniablement. Tu vois, je réponds immédiatement sans réfléchir. Question facile. Hein. D'ailleurs, beaucoup plus largement dans ma vie de tous les jours, c'est-à-dire cette connexion à plus grand que moi.
se fait du matin au soir, nuit incluse, monde des rêves également. C'est ce que j'appelle être connecté, en fait. Parfois, nous le sommes consciemment, parfois, nous le sommes pas consciemment, hein, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont connectées à plus grand qu'elles et elles ne le savent pas, elles ne s'en rendent pas compte. Et puis, il y a des moments magiques qui les émerveillent, justement. Et puis, il y a cette phase où on va être conscient et consciente que nous sommes connectés à plus grand que soi. Moi, ça me porte tout le temps. Et dans mes accompagnements en consultation, c'est très présent. Que je le mentionne ou pas, en général pas, mais je suis inspirée, je le sens dans certaines situations avec certaines personnes, je sens qu'il y a une inspiration, une connexion qui est, à un moment donné, qui est différente. Cette connexion à plus grand que moi, bien sûr, dans l'écriture. Ça, c'est dans la création, la créativité. Cette connexion à plus grand que moi, elle donne aussi du sens à mon parcours. Elle donne du sens à notre parcours quand je porte un regard plus global sur la conscience collective des humains sur Terre. Cette conscience à plus grand que moi, moi je l'appelle la conscience supérieure, la partie de moi qui sait tout. On peut aussi l'appeler âme si on veut, ou univers. Après, ça dépend de nos grilles de lecture, de sensibilité, voilà. Mais cette connexion à plus grand que soi, c'est être connecté à ce qu'il y a aussi de plus beau en nous, ou au-delà de nous, en tout cas au-delà de notre ego, au-delà de nos identifications, au-delà de notre identité. C'est pour moi une source d'inspiration. C'est une source d'inspiration et d'expression, et ça donne du sens en fait à tout ce que je fais. Oui, tout ce que je fais, vraiment, je peux le dire. C'est en ça qu'on retrouve cet équilibre dont on parlait, de l'invisible et de l'ancrage. C'est qu'il y a cette connexion à plus grand, et il y a comment chacun on va incarner ce à quoi nous sommes connectés quand nous sommes et que nous sommes en conscience. Comment je vais incarner ces dimensions, et comment elles vont aussi m'enseigner, comment elles vont me permettre d'être davantage dans l'humilité, comment elles vont aussi me guider, comment ça va me permettre d'accueillir des personnes qui ont des vibrations différentes de la mienne, par exemple, aussi. C'est ça aussi, je trouve, qui donne cette sagesse. Merci beaucoup. J'ai une question. Que répondrais-tu si on te disait « Bon, t'es sympa, Géraldine, mais t'es un peu perchée quand même. Hein. » Oui, oui. Complètement. Et donc, il y a un problème? Et ok, c'est tout. Je peux pas la question suivante. J'ai été face à cette situation où j'ai une amie qui a pas bien vécu du tout la publication des hypersensibles spirituels, et qui a pris le large. Et puis un jour, je lui ai demandé ce qui se passait parce qu'elle avait disparu. Elle m'a dit qu'en fait, elle aime pas mon côté perché. Et bon, là, je le raconte, j'ai l'air cool, mais sur le moment, ça m'a waouh. Parce que là, je raconte la version édulcorée, mais il y avait des mots qui vraiment étaient très appuyés. Sur le moment, en fait, j'ai été très sage. Et je lui ai répondu que voilà, chacun son point de vue. Je suis perchée, elle aime pas, c'est pas grave.
Mais après, ce qui est intéressant, et c'est là qu'on retrouve l'hypersensibilité et l'hypersensibilité spirituelle, c'est que j'ai porté un regard différent sur mon côté perché. J'ai commencé à le regarder d'une façon critique, en me demandant si finalement les critiques que je venais de recevoir n'étaient pas justes. Ce qui dénote, et ça c'est typique des hypersensibles spirituels, ce qui dénote une capacité à se remettre en question. Ça c'est bien. Mais en même temps, et c'est ça le travers de souvent les hypersensibles spirituels, c'est que à force de se remettre trop en question, on finit par s'abandonner soi-même, se quitter d'une certaine façon, se décentrer. Et j'ai senti ça. En fait, je l'ai vécu en conscience et elle m'a fait un grand cadeau parce que j'ai pu regarder tout ça, toutes les phases par lesquelles je suis passée. Et puis, et aujourd'hui, aujourd'hui, je ris, je souris quand j'entends ta question parce que c'est ce que ça me rappelle et je le vis avec plus de légèreté. Donc, je répondrai quand même, ce que je n'ai pas répondu à cette amie parce que je n'avais pas à me justifier, mais ce que j'ai envie de te répondre quand tu me taquines avec ta question, c'est que on est perché pour les êtres qui ont une certaine vision de la spiritualité et que on semble perché à leurs yeux comme des oiseaux là-haut perchés sur la branche très haut dans l'arbre et comme tout c'est une question de perspective. C'est-à-dire que par rapport à qui, par rapport à quoi. Voilà. Et donc quand on est un oiseau tout en haut, je sais pas, j'ai la vision d'un rouge-gorge. J'adore les rouges-gorges. Et donc voilà, je suis, imaginons le rouge-gorge perché là-haut dans le chêne. Mais par rapport à mes petits camarades, les mésanges et les autres rouges-gorges, on est dans le même espace, on va dire, sans parler de niveau, on est dans cet espace-là. Eux, ils pensent pas que je suis perchée, donc c'est une question de perspective. Et puis le rouge-gorge, quand il vole, et puis il réatterrit aussi sur Terre. Ah, absolument. Donc il est très connecté à la Terre. Mais carrément, il tout picore. À fait. Il picore. Il picore. Et d'ailleurs, je pense que et ça c'est vraiment une dimension que je trouve extrêmement belle et tellement vraie. Et je le dis à un moment donné dans le livre, on ne peut, comme un arbre, pousser haut que si nous avons nos racines qui plongent profondément dans la terre. Donc, si nous sommes haut perchés, eh bien, c'est que nous avons pu développer aussi notre connexion au réel, à la terre, au concret. Voilà. Donc, plus haut vous êtes perché, plus cela veut dire qu'il y a des racines et des fondations solides. Exactement. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui fait de toi une personne singulière? C'est ta singularité, tu la décrirais comment? Avant, je posais la question, qu'est-ce qui fait de toi un être à part? Et on me répondait à chaque fois, on est tous, finalement, je ne suis pas à part. Donc, j'ai changé. J'en avais marre qu'on me réponde ça. Donc, j'ai changé. Je dis, ma question d'aujourd'hui maintenant est, qu'est-ce qui fait finalement ta singularité? C'est très difficile parce que quand tu me dis ça, j'ai quelque chose qui s'ouvre. Tu vois, c'est comme si tu avais en fait ouvert une baie vitrée sur un paysage que je vois à 360 degrés. Et oui, multifacette, multipotentiel. Voilà, et donc c'est d'une vaste, c'est coloré, c'est abondant, c'est voilà. Mais donc, il va falloir que je résume quand même cette perspective à 360 degrés, ce qui fait ma singularité. Je dirais, oui, je reviendrai à cette hypersensibilité, cette hypersensitivité, cette hyper-intuition, ces moments de clairvoyance, cette très grande sensibilité qui parfois me font vivre des instants douloureux et qui vont me servir comme le lotus qui naît de la boue, ça va ensuite me servir de
substrat de créativité. Voilà, ce qui fait ma singularité, c'est mon rapport à tout, qui est, comme beaucoup d'hypersensibles, d'une intensité, j'allais dire extrême, mais ça peut paraître extrême pour certaines personnes. Voilà, c'est très difficile je la vis en fait, et c'est très difficile d'en parler pour moi parce que et ça aussi, c'est un des aspects des hypersensibles spirituels, c'est qu'on a peur de décrire notre singularité par peur de passer pour trop, le fameux trop. Voilà, je dirais que finalement, de toutes les questions que tu m'as posées jusque-là, je pense que pour moi, c'est la plus intime. D'accord. Joker, sinon sinon on pourrait mettre abondance. C'est Oui. Abondance. Ouais. C'est aussi pour ça que alors ce podcast, il est vraiment né de l'idée de démocratiser la spiritualité. Je ne sais pas, mais en tout cas, nous donner accès à quelque chose dont on parle très peu. Et du coup, quand on en parle et qu'on dit qu'on peut avoir potentiellement, je ne sais pas si on peut dire des dons, des choses comme ça, mais moi, je sais que je l'ai vécu quand j'étais en formation chamanique. J'ai découvert des choses et j'ai mis énormément de temps à les digérer parce que j'étais persuadée que je me racontais des histoires. Parce que tout d'un coup, découvrir qu'on a des pouvoirs, des dons, je ne sais pas, même là, tu vois, c'est encore... mais pour qui tu te prends? Mais qu'est-ce que tu te racontes? Et si tu te mets à le dire et que finalement, ça s'en va, que tu canalises plus, que tu... Et donc, il y a tout ce truc aussi de cette puissance personnelle, d'aller dire, OK, ben moi, aujourd'hui, je suis ça. Donc, je me suis mis à complètement l'assumer de plus en plus sur les réseaux sociaux. Peut-être que demain, ça sera plus là, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est là, je le vis. Et j'ai envie de le partager parce qu'en plus, il est en train d'intégrer les programmes que je propose et puis ma vie au quotidien. Donc, je ne vais pas faire semblant. Et c'est vrai qu'on a aussi été éduqués, à mon sens, tu me diras ce que tu en penses, mais il ne faut pas en faire trop. Et puis, il faut avoir aussi peut-être des diplômes pour prouver ce qu'on est en train de raconter. Et on a fait des générations, on pourrait remonter à très loin, de gens qui n'ont juste pas confiance en eux. Et finalement, c'est un job, mais à plein temps. Et c'est ce que j'essaye vraiment de faire avec ma fille. Alors, j'essaye de canaliser pour que la confiance en soi reste quand même un peu canalisée. J'essaye vraiment de lui transmettre ça parce que je me rends compte lors de mes accompagnements, j'ai été coach de vie et là maintenant c'est plutôt coach business et effectivement avec tout ce côté un peu spirituel, que c'est compliqué en fait. Que du coup, mais pour qui je vais passer? Qu'est-ce qu'on va penser? Déjà, moi, me reconnaître, les autres. Et c'est vraiment un truc, quelque chose qui, ouais, à mon sens, est compliqué. Et de juste te dire, ben oui, si, moi, quand tu me poses cette question, en fait, si, je suis tout ça, quoi. Je suis auteure, je suis accompagnante, je suis rayonnante, je suis un rayon de soleil. C'est moi. Bonjour. Coucou. Et c'est vrai que c'est un sacré truc. Hein. Donc voilà. Donc on dira que le mot parfait pour toi, est-ce qu'on est OK pour abondance? Abondance illimitée. Oui. Et je vais rebondir sur ce que tu viens de mentionner. Ce que tu viens de dire me fait vraiment penser à mon parcours où mes premières formations étaient aux états modifiés de conscience. Tu parlais de chamanisme, ça a fait partie de mes premières formations. Et puis ensuite, je me suis orientée vers une formation d'accompagnement psychothérapeutique plus sérieux. Je mets des guillemets, vous ne voyez pas là, mais je mets des guillemets. Je confirme. Voilà, et ensuite, et là, avec les hypersensibles spirituels, et déjà avec les deux précédents ouvrages, qui sont, je pense au roman, j'ai commencé à m'exposer un petit peu plus sur une spiritualité qui a toujours été là, et qui s'est épanouie au fur et à mesure des années, avec en effet des perceptions qui se sont manifestées au fur et à mesure de mes j'appelle ça des mini-éveils, parce que dans la spiritualité,
on pense qu'il y a un éveil comme Bouddha et puis c'est tout. Alors qu'en fait, non, il y a vraiment des étapes d'éveil, d'ouverture de conscience et des perceptions différentes qui peuvent qui peuvent accompagner ces étapes. Nous avons tous des potentiels endormis. On Bien sait sûr. que l'être humain est à, je sais plus, très peu de pourcents d'éveil de ses capacités. Il y a plein de régions du cerveau, on ne sait pas à quoi ça sert. Et je suis convaincue que c'est en lien avec un certain nombre de perceptions que nous n'activons pas encore, quoique ça se réveille pour beaucoup d'entre nous. Mhm. Mais c'est vrai que nous sommes aussi dans un pays où il a plus de moins en moins, mais ça a été très très pendant de longues années. Parler de spiritualité était mal vu. Et moi qui ai beaucoup voyagé, je me suis aperçue que par exemple quand je suis au Mexique avec mes amis mexicains, eh bien on parle de spiritualité. Comme on parle de trucs lambda de la vie de tous les jours, et je sens qu'il y a quelque chose de différent dans ma communication, mes interactions, mes échanges. Euh, j'ai vécu aussi en Allemagne, autre contrée complètement différente et où j'ai trouvé qu'ils étaient beaucoup plus en avance que nous. Donc il y a aussi, c'est aussi, je trouve qu'il y a aussi le contexte de notre collectif, Mhm. de notre mentalité aussi, par contrée, par région, par pays, qui n'aide pas à assumer nos singularités, nos particularités, nos ouvertures de conscience. Mais c'est en train de changer. Il y a vraiment quelque chose en ce moment qui est en train de se produire. Et moi, je suis émerveillée et ravie. Euh, voilà, il y ait des dimensions qui puissent être exprimées, incarnées en ce moment dans notre vie, et que ce soit accessible, que ce ne soit plus de l'ordre de l'ésotérisme, parce que la spiritualité n'est pas l'ésotérisme. Ça peut l'être suivant le chemin que l'on prend, mais la spiritualité peut être vraiment, en tout cas moi je le vis comme ça, chaque jour un chemin de sagesse avec en effet des portes énergétiques, des portes de conscience qui s'ouvrent en fonction des étapes franchies. Merci beaucoup. Et je vais te laisser le mot de la fin. Qu'aurais-tu envie de dire pour conclure à nos auditeurs? J'ai dit beaucoup de choses déjà. C'est vrai. Peut-être un résumé ou juste peut-être un mot de la fin, comme tu veux. Déjà que j'ai passé un superbe moment avec toi. Je suis vraiment ravie de cette rencontre, de ce moment partagé. La joie pétille toujours dans mon cœur, donc je suis ravie de cela. Ce que j'ai envie de dire aussi, ce qui a été un petit peu le fil rouge de ma journée au fur et à mesure des consultations que j'ai eues, ce que j'ai envie de transmettre, ça rejoint ce que tu mentionnais par rapport à l'émerveillement. C'est que c'est très aidant de se dire à quoi je porte de l'attention. Est-ce que je porte de l'attention à un tel truc qui m'est arrivé, qui m'a contrarié? Et est-ce que je porte de l'attention longtemps? Ou est-ce que je me dis, oh oh, à quoi j'ai envie de porter attention sur ce qui a été beau dans ma journée, même si ça a été très bref? Et si je laissais cette attention euh, euh, s'installer concernant cet épisode de la journée. Voilà. Je trouve que aujourd'hui, on a tous besoin de ça et les personnes que nous accompagnons, quand nous sommes accompagnants, je trouve que c'est important c'est ce qu'on peut observer. Voilà. Moi, en tout cas, c'est ce que j'observe chez les personnes que j'accompagne. C'est que bien souvent, elles oublient qu'il y a des choses auxquelles elles accordent trop d'importance et qu'il y a des instants lumineux, des instants porteurs, des instants de grâce qui demandent à être habités. Et c'est pour ça que j'aime la poésie. C'est parce que la poésie nous permet de poser des mots,
d'élaborer des pensées, de développer des images, d'ancrer des instants et de rendre beau des petits instants qui pourraient paraître inaperçus. Et si on y met cette concentration, cette attention, et si on y porte un regard poétique, on donne de la place et de l'existence à ces instants-là. Et du coup, on donne de l'énergie à ça. Et du coup, la vie nous paraît beaucoup plus belle. Et c'est en ça que nous sommes des créateurs. C'est que à quoi on décide de donner de l'importance? Qu'est-ce qu'on souhaite rendre beau? C'est ça, faire notre part. On n'a pas besoin de se demander de soulever des montagnes. Bon, si on peut soulever les montagnes, on soulève les montagnes. mais on n'est pas obligé de se demander tant. Déjà ça, insuffler de la beauté, de la poésie, de l'attention, c'est déjà tellement, tellement important parce que ça laisse une trace. Ça flotte dans l'air comme des bulles arc-en-ciel et ça rejoint d'autres bulles arc-en-ciel. Merci beaucoup pour cette conclusion magique. Merci à toi qui crée cet espace aussi pour m'inspirer. Voilà, je suis pas... Tu vois, cette inspiration, elle est grâce à la co-création. Je trouve ça magnifique. C'est ça, la rencontre. Parce que il y a des instants avec des êtres où on donne le meilleur de nous et où peut s'exprimer le meilleur. Et puis, avec d'autres, c'est moins ça. Ben, voilà. Et quand c'est là, voilà. Merci à toi, Audrey, pour ça. Avec plaisir. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à des personnes qui veulent elles aussi créer les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens dans le descriptif de l'épisode ainsi que sur mon site audreycarsalade.com. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, des idées ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode. Pour cela, rien de plus simple, filez sur Apple Podcast et n'oubliez pas les petites étoiles. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de Audrey Carsalade et à l'adresse contact@audreycarsalade.com. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la clé de voûte sur votre plateforme d'écoute podcast préférée pour être informé de la sortie du prochain épisode. Bonne semaine à tous et merci de votre écoute.